À l'époque, je vivais avec 10 livres par semaine. J'étais aidée par des associations. Je logeais dans des logements sociaux. Le week-end, j'allais faire le ménage. Mon mari, il est très structuré, très organisé. Lorsqu'on commence à travailler ensemble, c'est lui qui apporte toutes les procédures pour que l'activité évolue au point où on a touché notre premier million. Millions de livres sterling. Millions de livres? En fait, mon mari, on a grandi dans le même quartier. Lorsqu'il m'avait vu, il m'a dit, toi, je vais t'épouser. Il t'a dit ça quand? Lorsqu'on n'avait même pas 20 ans. Ah oui? Au Oui. pays? T'as dit ça au pays? Oui, au pays. Il a dit, toi, je vais t'épouser. On a fait le tour du monde et on s'est finalement mariés. Je suis Marthe Karine, spécialiste du e-commerce, créatrice de marques. Je connais très bien les marchés de l'Amérique du Nord, les marchés de l'Europe et surtout les marchés de l'Afrique. Je pense que nous sommes dans la meilleure saison du e-commerce, la saison qui va permettre à plusieurs de créer de la richesse, à plusieurs de connecter avec les plus grands marchés dans le monde entier. Je serai présente au Back to Africa 2024, 28 et 29 septembre à Paris. Retrouvez-moi lors de cet événement prestigieux pour connaître les rouages du e-commerce, les secrets du e-commerce, les secrets qui permettent de créer une société de plus de 7 chiffres, des fois sans avoir besoin de montrer son visage. Vous n'avez pas envie de manquer ça. On se retrouve au Back to Africa. Inscrivez-vous. Nous avons encore beaucoup de places qui sont disponibles, mais qui sont en train de partir très vite. Faites l'effort d'être parmi les champions de cette année. Bonjour Marthe Karine. Bonjour Philippe. Merci beaucoup de venir nous voir sur notre podcast pour parler de ton parcours, mais aussi d'argent. Oui. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Oui, je suis Marthe Karine Djakou, je suis spécialiste dans le e-commerce, je suis créatrice de marque, je suis épouse, je suis maman. Très bien. Marthe Karine, il y a beaucoup de questions à te poser. Ça fait très longtemps que tu es dans le game, dans le business. Déjà, on va peut-être commencer par parler de ton parcours. C'est ça. Parce que toi, tu as commencé sur Internet il y a combien d'années? Alors, j'ai commencé sur Internet, je pense avant toi, Philippe. Oui, avant moi, je regardais tes vidéos. Je pense avant toi, j'ai commencé, je mettais des vidéos, je parlais d'Amazon sur Internet avant comme 2018, je crois 2017. Et je m'étais rendu compte que sur YouTube, il n'y avait pas beaucoup d'afro-descendants qui parlaient de l'entrepreneuriat, qui parlaient de la richesse et qui parlaient d'Amazon. La plupart des vidéos d'Amazon, c'était des vidéos d'Américains. Et je m'étais rendu compte qu'Amazon représente une opportunité. Pourquoi ne pas en parler aussi pour notre communauté? Du coup, j'ai commencé des vidéos amateurs avec mon téléphone, avec des lumières pas très recommandées. C'est bien pour commencer. Cependant, les gens écoutaient. Tout à fait. Et les gens trouvaient que c'était pertinent. Cependant aussi, je n'étais pas structurée. Je faisais des vidéos quand j'en avais envie. Je faisais des vidéos quand je pouvais. Il faut savoir qu'à ce moment, j'étais en Angleterre, j'étais maman, j'étais seule. Donc, j'étais un peu comme dans un nuage, en fait. Et je me cherchais aussi. Et progressivement, je me suis rendu compte... Tu avais un boulot en parallèle de tout ça? Non, pas du tout. Okay. Il faut savoir qu'à cette période, j'avais choisi de rester auprès de mon fils pour m'occuper de lui, pour prendre soin de lui et pour nous permettre de mieux, en fait, de se développer ensemble. Je m'étais rendu compte que beaucoup d'enfants qui évoluent étant séparés de leurs parents, c'est-à-dire le parent travaille beaucoup puisque j'étais seule, voilà. Le parent travaille beaucoup, l'enfant développe certains comportements que je ne voulais pas en fait. Donc j'avais choisi de rester à la maison, de m'occuper de mon bébé. Et je suis allée sur Internet. Mais tu finançais donc ton rythme de vie comment? Je t'explique. Je suis allée sur Internet et j'ai tapé « Comment devenir millionnaire ?» Je me t'ai dit, si tu dois changer ta vie, si tu dois gagner de l'argent, il faut que tu gagnes vraiment de l'argent. Et pour moi, c'était comment devenir millionnaire. Et il faut savoir que je vivais dans un environnement anglo-saxon où les chiffres ne sont pas un problème. Les gens n'ont pas de problème de dire qu'ils sont millionnaires, qu'ils sont milliardaires et de t'expliquer comment est-ce qu'ils ont fait pour devenir millionnaires. Donc, je suis allée sur Internet, j'ai fait cette recherche en anglais et je suis tombée sur plusieurs vidéos qui montraient comment devenir millionnaire
Et la plupart de ces vidéos montraient comment devenir millionnaire à travers des activités en ligne. Donc, j'ai commencé avec des activités qui rapportent 1 euro la journée. Et je me suis demandé, mais si je dois être millionnaire, c'est pas avec une activité qui rapporte 1 euro la journée. Il faut que je cherche une activité qui me rapporte vraiment de l'argent. Et pour venir à ta question, à l'époque, je vivais avec 10 livres. J'étais en Angleterre, j'avais vécu beaucoup de situations difficiles qui avaient fait que je ne pouvais pas... en fait, j'avais vécu tellement de situations difficiles qui faisaient que j'étais aidée par des associations. Et ces associations me donnaient des situations 10 personnelles. livres. Des situations personnelles, effectivement. Donc, me donnaient 10 livres. 10 livres par semaine. Et pour ces Pour 10 le bébé livres, et toi. Et pour le bébé et moi. Dans ces 10 livres, je devais acheter les couches, je devais acheter à manger. À cette période, je mangeais les pâtes. Et je mangeais beaucoup de couscous gombo sans poisson. Ça, ce sont des choses extrêmement difficiles. Mais au milieu de ça, j'avais compris que j'avais le pouvoir de transformer ma vie si je décidais de travailler et d'être disciplinée. Je me nourrissais beaucoup de vidéos de développement. Je me nourrissais beaucoup de livres, de développement personnel, voilà, de livres. J'avais lu le livre de Père riche, Père pauvre, par exemple. Et quand j'ai lu ce livre, j'ai pris la décision de créer ma première société en Angleterre. Quand je crée ma première société, je ne sais même pas où la domiciliser. Tu as quel âge à ce moment-là? À ce moment, j'ai 24 ans. Waouh. Oui, à ce moment, j'ai 24 ans. Donc, je demande à des amis anglais s'ils peuvent m'aider et il y a une personne qui accepte et la personne... à domicilier, tu ne savais pas où domicilier l'entreprise. Voilà. Okay. L'adresse. Donc, la personne m'accorde une adresse pour pouvoir... Mais tu logeais je logeais dans des logements sociaux. Voilà, parce que j'étais un cas social, en fait. Cassos. C'est ce qu'on appelle ça en France, cassos. Alors, j'étais un cas social et j'ai choisi, en fait, de me relever, de ne pas me plaindre et de changer le cours de ma vie. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, quand ils sont dans cette situation, restent là-dedans pendant des années. Non, je savais que j'étais appelée à des grandes choses. J'étais appelée à réaliser des grandes choses dans ma vie. J'avais cette conviction. Et c'est la raison pour laquelle je m'étais battue pour venir en Angleterre. Pour la petite histoire, j'avais payé mes cours d'anglais moi-même après avoir fait des petits travaux en Afrique. J'ai payé mes cours d'anglais. J'ai supplié ma mère de prendre un prêt bancaire pour financer mes études en Angleterre. Et lorsque je suis arrivée en Angleterre, j'avais pour objectif de faire une formation en oil and gas. Pétrole voilà. Gaz, ouais. Malheureusement, ça s'est pas bien passé. Et je me suis retrouvée dans trop de problèmes. Mais malgré cette situation... Mais pour la partie conseil aux jeunes qui veulent voyager, sans toi libre, mais tu penses que qu'est-ce qui a fait que entre la Marthe Karine qui arrivait pleine d'idées, pleine de projets, ce qui est le cas de tous les jeunes quand on voyage, qu'est-ce qui a fait que d'après toi, arrivé en Angleterre, tu as dérapé? Enfin, d'après toi, c'est quoi? C'est les compagnies, c'est les amitiés? Qu'est-ce qui a fait qu'au final, je pense que c'était le manque de connaissances. Ok. Je considérais l'étranger comme l'Eldorado. Je ne savais pas qu'il y avait le manque, la pauvreté, la difficulté. Et quand j'arrive, je me rends compte que c'est très dur. Je me rends compte que ce qu'on nous a vendu à travers les médias, c'est pas la réalité. Je me rends compte que même l'anglais de souche peut être pauvre. Et ça crée un choc en moi. Donc, mais après, voilà, le conseil que je peux donner aux jeunes, c'est premièrement, d'avoir la bonne information lorsqu'ils décident d'immigrer. Et une fois qu'ils sont sur place, de chercher à comprendre comment le pays fonctionne. Parce que généralement, lorsqu'on arrive, on se concentre sur les informations du quartier, alors qu'il y a une structure, il y a des informations qu'il faut savoir pour prendre des bonnes décisions. Voilà. Donc, je reviens sur mon histoire. Je découvre dans le dropshipping. À l'époque, oui. Sur Internet, les Américains en parlent. Ils t'expliquent comment est-ce que tu peux acheter la marchandise en Chine, du moins contacter un fournisseur en Chine et trouver un client. Le client fait le paiement et le fournisseur expédie la marchandise. Mais je me rends compte que pour vendre
un produit, il faut d'abord connaître ce produit. Autrement, tu auras des retours, tu risques d'avoir des clients insatisfaits. Mais comme j'ai dit, je vivais avec 10 livres par semaine. Alors, je décide de retrousser mes manches et d'aller garder les bébés. Les bébés des autres femmes qui avaient un travail séculier, qui sortaient tous les matins. Le week-end, j'allais faire le ménage. Tu allais garder les bébés déjà avec ton propre Avec enfant. mon propre bébé. Et ça leur revenait beaucoup moins cher parce que je ne facturais pas grand-chose. Cependant, j'avais besoin de cet argent. Je me rappelle une fois, je suis allée faire le ménage dans une église. Et ils m'ont payé pour ça. Et j'étais très contente parce que je me suis rendu compte que dans la vie, tout ce qui peut nous permettre de gagner de l'argent de façon honnête, c'est important de le faire. Le plus important, c'est de commencer et non d'attendre à avoir toutes les conditions réunies pour faire quelque chose. Donc, faisant ces activités, je réussis à épargner 200 livres. Ah oui? Oui, je prends ces 200 livres et je passe ma première commande en Chine. Quand je reçois cette marchandise, je me dis, ce sera mes échantillons, je vais tester et je vais voir ce que ça va donner. À l'époque, les réseaux sociaux n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, j'avais juste mon compte personnel Facebook. Et sur ce compte personnel Facebook, j'avais 1300 amis. Donc, j'expose les produits, les photos que les fournisseurs m'ont données sur mon compte personnel et je me rends compte que les gens sont intéressés. Le produit, c'était les écouteurs sans fil. Donc, les gens commencent à me demander est-ce qu'ils peuvent acheter le produit, comment est-ce qu'ils font pour acheter. Je leur envoie mon lien PayPal, juste un lien PayPal, PayPal Me. Et ils font le paiement et j'expédie la marchandise. J'ai des demandes en Afrique et ceux de l'Afrique, je leur dis, je ne sais pas comment je vais vous expédier ça, donc je ne peux pas prendre votre argent. Ni comment prendre l'argent même. Exactement. Donc, au fur et à mesure, la demande augmente. Et quand la demande augmente, je repasse une deuxième commande. À la troisième commande, mon fournisseur me dit d'imposer une marque sur mes produits et de les vendre sur d'autres plateformes comme Amazon et eBay. Et effectivement, j'avais déjà commencé à prospecter ces plateformes. Je suis le conseil de mon fournisseur, j'impose une marque sur mon produit et je mets les produits sur Amazon et sur eBay. Ça cartonne. Boum. Les gens achètent de partout. Cependant, Philippe, à un moment donné, quand je reçois un stock de marchandises, la douane anglaise me demande de payer les frais. Je n'avais pas prévu ça, je n'étais pas prête. Et ça me décourage. Je me dis, je n'ai pas mis les frais de douane dans mes calculs. Je ne sais pas comment est-ce que je vais faire. Est-ce que je serai rentable sur ce stock? Et c'est à ce moment où je commence à structurer mon activité. Entre-temps, je me décourage sur le produit parce que, voilà, le produit a cartonné un moment. Les écouteurs, oui. Et ensuite... C'était toujours les écouteurs. Toujours les écouteurs. Ça a cartonné un moment. Et ensuite, il y a eu beaucoup de concurrence sur ce produit. Et tu sais très bien que sur Amazon, des fois, tu as des poids lourds. Des gens qui peuvent, voilà, qui peuvent acheter le produit à des prix extrêmement réduits chez le fournisseur et les revendre à des meilleurs prix, voilà, sur la plateforme. Donc, avec ce découragement, je décide de lâcher le produit. Entre-temps, il y a une jeune dame qui me contacte. Elle me dit, Marthe Karine. Juste pour savoir, tu achetais à peu près à combien? Tu revendais à combien? Tu te faisais quelle marge? À ce moment, je me faisais une marge à peu près de 55% sur le produit. Ah, quand même. Quand même, oui. C'était au tout début. Oui. Je me faisais une bonne marge. Et sur eBay, je pouvais vendre près de 30 produits la journée. En Angleterre, sur le marché anglais. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui vendaient à ce moment. Donc, tu commences déjà à sentir quand même un peu d'argent entrer. Oui, je commence à je sens l'argent entrer. J'achète ma première voiture en Angleterre. Mais attends, j'achète ma première voiture. Mais écoutez, c'était une seconde main. Écoutez, pas très cher. Ouais. Mais je suis fière de moi. Ouais. Je me dis, c'est possible. Ouais. Ma vie va changer. Je crois qu'il y a quelque chose dans le e-commerce. Et à ce moment, effectivement, je multiplie les vidéos sur YouTube. Et je suis persuadée lorsque je fais mes vidéos. J'ai cette conviction parce que je vois les résultats. Là, tu es toujours sur le marché anglais, c'est-à-dire que tu n'as pas encore développé... Je suis sur le marché européen, on va dire, oui. marché européen. Je ne suis pas encore vraiment en Afrique.
Et là, il y a une dame qui me contacte, elle est en France, elle me dit, Marthe Karine, je vois que tu as une communauté qui se développe. Ce serait important pour toi de commercialiser quelque chose qui touche les femmes. Parce que beaucoup de femmes te considèrent de plus en plus comme modèle. Je te propose de commercialiser les mèches des femmes. Et je lui dis, quelles sont les mèches que tu me proposes? Elle dit, tu peux commencer avec les synthétiques ou les brésiliennes, ça dépend de toi. Et je lui dis, je ne pourrais pas vendre les synthétiques parce que si je vends les synthétiques, je vais attirer les femmes qui n'ont pas d'argent. Et ces femmes qui n'ont pas d'argent vont me casser les pieds. Il est préférable pour moi de vendre un produit qui coûte un peu cher pour tamiser et sélectionner ma clientèle. Ce seront des femmes qui veulent prendre soin d'elles, des femmes qui ont le pouvoir financier et on pourra s'entendre. Et là, la dame était dans le business et elle voulait sortir du business à cause des produits, des problèmes familiers qu'elle avait eus. Elle me dit, Marthe Karine, je vais te donner le contact de mon fournisseur. Tu vas travailler avec lui. Elle me donne le contact de son fournisseur. Je passe la première commande, je reçois les produits en Angleterre et je les expose sur les réseaux sociaux. Boum, les femmes achètent. Parmi mes premières clientes, il y a une qui vient me dire, Marthe Karine, je voudrais faire le même business. Est-ce que tu peux me donner le contact du fournisseur? Alors, il y a une règle en affaires. On ne donne pas le contact de son fournisseur. Alors, je lui ai dit... Surtout en e-commerce. Enfin, oui. Même ailleurs, d'ailleurs. Même ailleurs. Ouais. Je lui ai dit, je peux pas te donner le contact de mon fournisseur, mais je peux te permettre de vendre les mêmes produits que moi. Et là, je deviens ton fournisseur. Donc, je suis allée négocier avec ce fournisseur-là. Et entre-temps, il y a une autre règle en e-commerce, ne jamais avoir un seul fournisseur. Tout à fait. Donc, j'ai commencé à chercher d'autres fournisseurs qui pouvaient m'offrir la bonne qualité et qui pouvaient me livrer rapidement. Parce que des fois, tu as des fournisseurs qui traînent. Donc, j'ai trouvé des fournisseurs et j'ai commencé à vendre en gros chez cette dame. D'autres femmes sont venues puisque dans la francophonie, quand tu fais une chose qui marche, j'ai l'impression que tout le monde veut faire la même chose. Donc, ça m'a ouvert un marché, le marché de la vente en gros. Alors, un jour, je reçois une personne de l'Afrique, c'était un homme qui passe la commande des mèches parce qu'il avait suivi que ce business-là marche et ça marchait vraiment. Il passe sa commande de à peu près comme 150 000. Je donnais la possibilité aux gens, 150 000 francs CFA, de commencer parce que j'avais identifié des packs en fait. Des paliers, ok. Voilà. Donc, il commence avec 150 000. J'expédie la marchandise. Lorsqu'il reçoit la marchandise, la douane camerounaise stocke la marchandise. Et ils disent que ils vont aller sur Google, ils vont regarder les prix des mèches sur Google et ils vont facturer ce qu'il doit payer à la douane. Et le monsieur m'appelle, séance tenante, il m'explique la situation, il me demande qu'est-ce qu'il faut faire. Je lui dis, c'est impossible, passe-moi ces douaniers-là que je leur parle. Je leur dis, vous ne pouvez pas aller sur Google, prendre les numéros, les prix sur Google, parce que les prix sur Google sont les prix des vendeurs qui s'adressent au consommateur final. Donc, c'est pas possible. Est-ce que je peux vous donner la facture et en fonction de ça, vous allez fixer les prix? Ils m'ont dit non, c'est ce qu'ils ont décidé et voilà. Ils ont dressé une facture de plus de 250 000 au jeune garçon qui dépassait même ce qu'il avait payé et il a décidé d'abandonner la marchandise. Alors, moi, je fais les affaires avec beaucoup de principes. Je suis attentive à beaucoup de choses. Et je m'étais rendu compte qu'il y avait beaucoup de demandes de plus en plus dans plusieurs pays africains. Alors, je lui ai dit, tu sais, je vais payer pour ça. Juste parce que je veux comprendre le système, je veux comprendre comment ça marche. Donc, j'ai payé le montant, il a récupéré sa marchandise et je lui ai dit, tu vas me dire comment est-ce que tu as vendu, qu'est-ce que les clients demandent, comment le marché se comporte. Donc, cette expérience m'a permis de me rendre, parce qu'en 2 semaines, il avait vendu tout son stock. Et il a encore repassé une deuxième commande. Quand il repasse la deuxième commande, ça m'amène à aller fouiller. Est-ce qu'il existe des moyens pour livrer des petites marchandises en Afrique sans avoir à payer les frais de douane? Parce qu'on passait par DHL, FedEx, UPX, et eux, ils vont toujours te charger la douane. À ce moment, je me rends compte que les Chinois eux-mêmes ont développé d'autres business, des transitaires logistiques, qui te permettent d'expédier la marchandise par cargo et ils te facturent au kilo et ils gèrent la douane. Donc, à ce moment-là, ils deviennent mes partenaires et je passe par eux. Et c'est à ce moment où je commence à livrer au Cameroun.
Ensuite, la Côte d'Ivoire se révèle aussi. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire se révèle comment? Avec une dame qui passe également la commande chez moi. Elle reçoit ses produits. Par contre, elle n'arrive pas à vendre ses produits parce qu'elle est banquière et elle est très occupée. Et comme elle n'arrive pas à vendre ses produits, elle me recontacte, elle me dit, Marthe Karine, je me rends compte que tu ne proposes pas la Côte d'Ivoire comme l'un des pays où tu peux livrer la marchandise. Je ne sais pas quelle est la raison. Je dis, c'est parce que je ne connais personne en Côte d'Ivoire. Elle me dit, je peux être ton point relais en Côte d'Ivoire pour aider tes clients, acheminer les produits à tes clients sur place. Et c'est ainsi qu'on commence. La dame, c'est Marie-Antoinette. Jusqu'à aujourd'hui, nous travaillons ensemble. Elle est dans mon équipe. Et le Gabon aussi se précise. Chemin faisant, je me rends compte que la demande est de plus en plus importante. Pourquoi ne pas ouvrir des bureaux dans ces pays-là et de structurer l'activité, formaliser l'activité? Parce que plus il y a les demandes, plus il y a les commandes, plus l'argent aussi s'accumule. Je me rappelle, j'avais une collaboratrice au Gabon. Un jour, elle m'appelle, elle me dit, « Madame, est-ce que vous pouvez me permettre de me payer? » C'est-à-dire de récupérer son salaire. Je lui dis, « Attends, tu n'as pas encore récupéré ton salaire? » Elle me dit, « Non. » Je dis, « Tu as combien en caisse? » Elle me dit, « Elle a 15 millions en caisse. » Je dis, « Waouh! Elle a 15 millions dans son compte bancaire, Philippe. Est-ce que tu te rends compte de ça? Son compte bancaire personnel. » Et je me rends compte que du jour au lendemain, je peux appeler une personne qui a mon argent et la personne ne répond pas. Bien sûr. Parce que je n'ai pas formalisé les choses. Donc, je décide effectivement de formaliser les activités dans ces différents pays-là, d'enregistrer mes entreprises, d'ouvrir des comptes bancaires d'affaires et de pouvoir faire mes transactions tout simplement. Donc, cependant, le e-commerce en Afrique, ce n'est pas facile. À ce moment, j'avais des clients qui me faisaient confiance, qui me connaissaient, qui avaient le temps de me suivre sur Internet, qui avaient le temps de m'écouter et qui me faisaient confiance, qui savaient que s'ils me donnent leur argent, ils vont acheter. Sauf que en affaires, tu n'es pas réellement en affaires lorsque tu traites uniquement avec ceux qui te connaissent. Il faut que tu étendes ton marché, que tu puisses que tu puisses vendre à ceux-là qui achètent parce que ils ont besoin du produit rapidement. Et à ce moment, je dois structurer davantage ma communication, aller toucher de nouvelles personnes, aller chercher des personnes qui n'achètent pas parce que c'est Marthe Karine, mais parce qu'ils ont besoin du produit. Donc, ça m'a amené à créer des systèmes de communication parce qu'en Afrique, tu peux avoir un site web, mais les gens ne vont pas acheter avec le site web. Il faut définir également comment est-ce que tu convertis le client. En Occident, tu peux mettre un processus qui convertit le client directement jusqu'au paiement. Mais en Afrique, à un moment donné, il y a l'aspect communication directe, en fait. Par exemple, il faut qu'il y ait un humain. Ouais. Voilà, il faut écrire sur WhatsApp, il faut appeler, il faut discuter avec la personne, rassurer la personne. Il faut même que la personne vienne dans tes locaux, qu'il se rende compte qu'il y a une adresse. Si jamais il y a un problème, la personne va se plaindre quelque part. Donc, j'ai travaillé sur tout ça. Et le prochain problème que j'ai rencontré, c'était les pertes. Tu sais que tu dois avoir telle somme d'argent dans tes caisses, mais pour une raison ou pour une autre, on te dit, il n'y a pas cette somme, il y a moins que ça. Lorsque on comptabilise les stocks, tu t'attends à avoir un certain nombre dans les stocks, mais ensuite on te dit, non, c'est pas ça. Donc, il y avait tellement de pertes. Et de l'autre côté aussi, des fois, on va te dire, on a dépensé l'argent pour faire telle chose. Où sont les traces? Qui a autorisé? Comment ça s'est passé? Donc, il fallait définir une stratégie pour pouvoir gérer tout ça. Ça m'a amené à travailler avec des développeurs pour développer des applications qui me permettent de contrôler mes stocks, de savoir ce que j'ai effectivement en stock en temps et en heure. À l'heure actuelle, je peux te dire le nombre de marchandises que j'ai dans les stocks au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire, combien ça vaut, quelles sont les ventes que nous avons eues hier, quels sont les produits qui sont sortis.
Chez quel client est-ce que c'est parti? Excellent. Donc, on a défini, on a travaillé sur tout. C'était pas facile parce que je n'avais pas ces outils sur le marché. Du moins, ça n'existait pas ou alors je ne connaissais pas. Donc, on a dû engager des développeurs qui ont travaillé dessus pour nous permettre de contrôler et de mieux gérer la trésorerie. Voilà. Alors, tout ce que tu dis là, tu es toujours en Angleterre, tu es déjà allé au Canada, ça se fait en cours de chemin. Alors, entre-temps, j'ai dû déménager pour le Canada. Lorsque je me suis mariée, j'ai dû déménager pour le Canada. Ah, donc entre-temps, tu rencontres ton mari alors? En Non, Angleterre, au Canada? Je connaissais mon mari déjà. Je connaissais en fait, mon mari, on a grandi dans le même quartier. Et lorsqu'il m'avait vu, il m'a dit, toi, je vais t'épouser. Et t'as dit ça quand? Lorsqu'on n'avait même pas 20 ans. Ah oui? Au Oui. pays? T'as dit c'est au pays? Oui, au pays. Il a dit, toi, je vais t'épouser. On a fait le tour du monde et on s'est finalement mariés. Excellent. Donc, on se retrouve au Canada. Et quand on se retrouve Mais au qu'est-ce qui fait que Canada, toi, tu décides de quitter l'Angleterre pour aller au Canada? parce que mon mari vit au Canada. Ah, ok, d'accord, tu vas aller le rejoindre. Ok. Exactement. Ok. Donc, quand on se retrouve au Canada, il faut savoir qu'à ce moment, mes Mais avant de activités- partir, ton niveau de vie en Angleterre, parce qu'on a connu Marc-Karine qui vivait avec 10 pounds par semaine. Oui. Et au moment où tu pars de Oui. l'Angleterre, c'est quoi ton niveau de vie? Alors, au moment où je pars de l'Angleterre pour le Canada, j'ai une entreprise enregistrée. Je fais mes activités. Je gagne assez d'argent pour prendre soin de moi, pour avoir ma petite voiture, mon petit appartement. Et Tu quittes les logements sociaux. oui, j'avais déjà quitté les logements sociaux, j'avais mon appartement. J'étais bien, quoi. J'étais déjà bien. On pouvait voir que la vie change. Et quand j'arrive au Canada, comme tout mari, mon mari me dit, je sais pas si on va dire comme tout mari, toujours est-il qu'il me dit, écoute, l'entrepreneuriat n'est pas linéaire. Il y a beaucoup d'embûches. Et nous devons bâtir une famille, il nous faut des revenus stables. Je propose que tu ailles chercher un emploi qui va te permettre d'avoir des revenus stables pour qu'on puisse quand même mettre sur pied les fondations. Sauf que moi, j'avais déjà goûté à l'argent. C'est ça. J'avais déjà goûté À à cette vie-là. Ouais. Et je lui dis, non, je pense pas que je vais le faire. Je suis pas prête à écrire un CV maintenant. Ce que je propose, c'est de créer une entreprise ici au Canada et de me donner un temps pour que je fasse mes preuves. Et effectivement, il me donne 6 mois. Il me dit, voilà, je te donne 6 mois et je vais avoir tel résultat en 6 mois. Je lui dis, ne t'inquiète pas. Ça, c'est un défi. Et je relève le défi en moins de 3 mois. Lorsqu'il se rend compte de ce que ça représente et de l'engouement aussi que j'ai, il commence à m'observer de près. Il se rend compte que je travaille beaucoup et que ça apporte du fruit. Je me rends aussi compte que tous les soirs, quand il revient du travail, il veut m'aider. Il se pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé en journée? Est-ce qu'il y a un PowerPoint? Est-ce qu'il y a des visuels à faire? Est-ce que... Donc, toutes ces soirées, il est en train de m'aider. Et plus il m'aide le soir, plus il est fatigué. Et il me dit, en fin de compte, ton activité rapporte plus. Si on continue comme ça jusqu'à tel délai, je pourrais démissionner. Je lui dis, tu l'as dit, tu vas démissionner. Et là, ça me challenge davantage, je me concentre et effectivement, l'activité continue à évoluer et il démissionne. Lorsqu'il démissionne, parce que mon mari, il est très, en leadership, on dit bleu, il est très structuré, très organisé, très dans les process aussi. Donc, lorsqu'on commence à travailler ensemble, c'est lui qui apporte toutes les procédures qu'il faut pour que l'activité évolue au point où on a touché notre premier million. Waouh. Ouais. Millions de dollars. C'est pas millions de francs CFA. Non, attends. Millions de livres sterling. Millions de livres Parce sterling. que moi, Ah je oui. facture mes produits, mes services en livres sterling. Donc jusqu'à présent, tu es resté avec la Je suis boîte restée avec anglaise. la monnaie anglaise, Oui, l'entreprise d'un million de anglaise. livres sterling, c'est Oui. ça fait beaucoup Est-ce que plus tu qu'un million sais, d'euros. Philippe, que C'est même proche d'un milliard, en fait. j'ai un comptable pakistanais. Une fois, il a vu mes relevés bancaires et il a dit, attends un peu, est-ce que tu veux me dire que c'est vraiment ce que tu gagnes? C'est-à-dire,
il était tellement surpris parce que c'est quelqu'un qui m'a connu dans la pauvreté. Donc, il était tellement surpris. Il m'a Ton dit, premier écoute, comptable, quoi. oui, il m'a dit, écoute, voici, et là, j'étais déjà au Canada. Voici ce que tu dois faire. Il faut que tu prennes des prêts bancaires pour développer ton activité en Angleterre. Je veux être ton associé. Je veux travailler avec toi et tout. Mais j'avais d'autres projets. J'avais d'autres plans, tout simplement. Donc là, tu lui dis que tu développes ton business de e-commerce dans lequel tu te spécialises dans les mèches. Oui. Au point de faire 1 million de pounds. Alors, les 1 million de pounds sont arrivés lorsque j'ai ajouté un autre produit. OK. Parce que la vague des mèches s'est très bien passée. Après, il y a eu d'autres défis. Tu sais, les business, c'est comme ça. Toujours, ouais. Donc, à un moment donné, je me suis intéressée à un autre produit. Je me suis rendu compte que les femmes dans la vingtaine, lorsqu'elles approchent la vingtaine, elles commencent à avoir l'abdomen qui prend du volume, le ventre qui prend du volume. Ça peut être dû aux maternités, ça peut être dû à la morphologie qui change. Du coup, pour être présentables dans leur belle robe, elles ont besoin des gaines. Oui, les gaines à une Voilà. période. Et entre-temps, tu sais, Philippe, je m'étais rendu compte que Kim Kardashian est en train de se faire sauvagement de l'argent grâce aux gains à cette période aux États-Unis. Et dans les affaires, on dit de regarder ce qui se passe au Japon pour savoir ce qui va se passer aux États-Unis. Après les États-Unis, ce sera la France. Et après la France, ce sera les pays africains. Donc, je m'étais rendu compte que déjà aux États-Unis, il y avait cette vague des gains. Et quand je regardais sur les publicités, parce qu'il y a une stratégie pour regarder sur les publicités en ligne, qu'est-ce que les entreprises commercialisent, qu'est-ce que les entreprises communiquent, sur quoi est-ce qu'ils communiquent, je m'étais rendu compte que c'était plus les entreprises américaines qui vendaient les gains. Il n'y avait pas beaucoup de concurrence dans le marché francophone. Alors, je me suis dit, il faut que je me positionne dessus. Rapidement. Et là, j'avais pas de fournisseur. Et j'avais même la flemme d'aller chercher un nouveau fournisseur. Je connaissais une personne qui vendait déjà les gaines. Et je suis allée demander à cette personne, est-ce que tu peux me donner le contact de ton fournisseur? Et je pense que la personne m'a donné un contact lambda, juste parce qu'elle ne voulait pas refuser. Elle m'a donné un contact lambda et rapidement, je me suis rendu compte que ce fournisseur n'était pas un bon fournisseur. Mais j'avais testé le produit. Il y a une stratégie pour tester le produit sans l'avoir en e-commerce. Donc, j'ai mis le produit, voilà, pour le tester. Et j'ai eu beaucoup de demandes. Lorsque j'ai eu toutes ces demandes, je me suis rendu compte que ce produit peut très bien se vendre. Alors là, j'ai passé la commande de mes échantillons parce que moi, je teste toujours les produits. Donc, j'ai passé la commande des échantillons. Lorsque je les ai reçus, j'étais satisfaite et j'ai commencé mon business. J'ai commencé à vendre les gaines et je me suis développée sur la vente en gros des gaines. J'ai tellement vendu les gaines en gros en France, aux États-Unis et dans les pays africains. Oui, les femmes achetaient en gros et allaient revendre. Il y en a beaucoup qui se sont fait aussi beaucoup d'argent en achetant chez moi. Pourquoi? Je m'étais rendu compte que avec ma stratégie, je leur évitais de payer les frais d'expédition extravagants et les frais de douane aussi. Oui. Parce qu'il faut savoir que dès que le produit quitte d'un continent à un autre, vous allez payer la douane. Et lorsque elles étaient épargnées de ces charges-là, elles étaient contentes de faire affaire avec moi. Et donc, les gains, donc, couplés aux mèches, tu as un combo gagnant qui fait que là, tu exploses vraiment tes chiffres. Exactement. Qu'est-ce que tu fais de tout cet argent? Parce que il y a quand même Marthe-Karine quelques temps auparavant qui galérait. Oui. Avec son bébé, qui avait du mal à s'en sortir. Quelques années après, là, voilà, qui gagne des sommes extraordinaires. Est-ce que tu t'es préparé à gagner autant d'argent? Quelque part, oui. Parce que depuis jeune, je sais que je dois réussir ma vie. Je sais que je suis appelée à des grandes choses et je sais que je dois aider d'autres personnes. Sauf que pour aider les autres, il faut avoir. Il faut avoir le pouvoir financier. Mais je ne savais pas comment j'allais faire. Je ne savais pas ce qui allait me permettre d'y arriver. Alors, qu'est-ce que je fais de tout cet argent? Premièrement, j'ai beaucoup investi sur moi. Je me suis beaucoup formée. Je continue d'ailleurs à me former. J'ai investi énormément sur mes équipes.
Je pense que lorsqu'on est bien entouré, lorsqu'on a de bonnes équipes, on peut faire des grandes choses. J'ai investi aussi sur des logiciels qui me permettent de gérer mes activités. Comme je t'ai dit, nous sommes dans plusieurs pays aujourd'hui. J'ai investi dans des académies aussi. J'ai créé des écoles professionnelles agréées dans chaque pays où je suis. Je me suis acheté ma maison. Oh! Voilà. C'est vrai que ce sont des choses que je ne présente pas sur les réseaux sociaux. Je pense pas que ce soit si important que ça. Voilà, je me suis acheté ma maison. Je me suis fait plaisir au Canada, voilà, avec ma famille. Et aujourd'hui, je pense que je peux m'offrir ce que je veux. Voilà. Mais le plus important pour moi, c'est vraiment de développer l'humain. C'est la raison pour laquelle je suis tellement engagée dans le leadership. Je fais beaucoup de formations de leadership pour moi-même et je donne beaucoup de formations de leadership. Pour la petite histoire, il y a 3 ans, je me suis inscrite à la John Maxwell Team aux États-Unis. Donc, je suis certifiée John Maxwell. Et après cette certification, je travaille beaucoup avec des équipes, avec des entreprises et avec des personnes qui veulent développer leur leadership tout simplement. Alors, ton mari démissionne, il décide de commencer à travailler avec toi. C'est pas trop compliqué de travailler ensemble H24? Très bonne question. Tu sais, au début, j'étais super contente de pouvoir travailler avec mon mari. Je m'en vantais. Mais, à un moment donné, je lui dis, je ne veux plus te sentir. Effectivement, parce que vous dormez ensemble, vous vous réveillez ensemble, vous allez au travail ensemble, vous êtes dans le même bureau ensemble, vous mangez ensemble, vous rentrez ensemble, vous dormez encore ensemble. À un moment donné, just fed up. Donc, ça m'a appris des choses. Je pense qu'on se découvre, on apprend à se connaître aussi et on apprend à fixer les limites et à respecter ces limites-là. C'est une belle expérience que j'aime beaucoup. Je pense que lui aussi, il aime cette expérience. Il s'est découvert, il a découvert beaucoup de talents. Il a développé son leadership aussi. Et on a appris à trouver le juste milieu, quoi. Aujourd'hui, on sait qui fait quoi, parce que ça, c'est très important lorsqu'on travaille ensemble. On sait exactement qui fait quoi, on sait comment repartir les charges, on sait comment repartir les revenus aussi. On va en parler. Ouais. Donc, voilà ce qui se passe. Alors, à un moment donné dans ton parcours, vous avez décidé de vous installer au Cameroun pour une certaine période. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous installer au Cameroun? Quel bilan vous en faites? Parce que entre-temps, vous êtes reparti au Canada. Au Canada, exactement. Vous avez mis quand même assez long, je crois 2 ans. 2 ans au Cameroun. Voilà. Oui. Qu'est-ce qui avait initié cette envie de rentrer au Cameroun? Alors, il faut savoir qu'à cette période, les gens comme toi parlaient beaucoup de retour au pays. Donc, je pense qu'à cette période sur YouTube, le YouTube afro-descendant, là, c'était vraiment le vent du retour au pays et tout. Et j'avais organisé des conférences dans plusieurs pays et puis je me suis dit, tout le monde, on part. Donc, nous sommes arrivés et il y a eu la COVID. Oui. Avec la COVID, tout était fermé. Donc, puisque tout était fermé, nous avons dit, tant qu'à faire, on reste et on fait quelque chose. Le Cameroun ne ressentait pas vraiment la COVID. Tu sais, l'Afrique n'a pas vraiment ressenti ça. Donc, lorsque nous sommes arrivés, on a ouvert nos premiers locaux. On a commencé à travailler et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de failles au niveau de nos activités parce qu'on n'avait pas la bonne main-d'œuvre. Il y avait des gens qui disaient, par exemple, je suis expert en marketing digital alors qu'ils ne connaissaient rien dans le marketing digital. Je peux être un community manager alors qu'ils ne connaissent rien au community management. Du coup, ayant amassé des connaissances, puisque je faisais tout de moi-même à un moment donné, j'étais ma propre secrétaire, propre comptable, propre community manager, propre infographe, propre tout. Je me suis dit, je vais former ceux qui sont prêts à être formés. Donc, c'est ainsi que nous commençons la première vague des étudiants de l'académie et on se rend compte que la demande est de plus en plus grandissante. Donc, les premiers que j'ai formés, je les recrute pour qu'ils puissent former d'autres personnes. Et je vais chercher l'expertise
aussi auprès d'autres personnes qui travaillent dans d'autres structures, que ce soit en France, que ce soit au Canada, pour que la formation puisse avoir le standard international. Parce que l'objectif, à travers cette école de formation, c'est de vraiment préparer tous les étudiants à être concurrentiels par rapport, je prends un exemple d'un community manager qui est au Canada ou bien qui a été formé au Canada. Et effectivement, aujourd'hui, pour la plupart, ils sont concurrentiels. Et pour la plupart, il y en a qui ont voyagé, qui sont allés à l'étranger, qui ont trouvé un emploi grâce à cette formation. Il y en a qui ont créé leur propre structure grâce à cette formation. Voilà. Oui, je me rappelle d'ailleurs à l'époque, j'étais venu au bureau, Cameroun pendant voilà. le confinement, parce que j'étais confiné aussi au Cameroun. Voilà. Moi, j'étais venu, j'avais vu ton académie de formation. Les gens qui, à l'époque, c'était en community management d'ailleurs, oui. de mémoire, oui. qu'ils étaient formés. Et donc ça, c'était parce que tu avais constaté toi-même que sur le marché, en fait, il n'y avait pas le niveau que tu cherchais. Oui, il n'y avait pas l'expertise recommandée. Pour pouvoir, donc tu as formé, tu as recruté et tu as formé, ils sont allés par la suite. Les choses allaient très bien pour toi au Cameroun. Alors, c'est vrai que le Covid, j'imagine, vous a bloqué peut-être plus longtemps que prévu, c'est ça? Est-ce qu'au départ, c'était un retour définitif ou c'était vraiment... Non, ça n'avait jamais été un retour définitif, c'était temporaire. On savait très bien qu'on allait rentrer au Canada. À cette époque, j'avais pas encore acheté au Canada, donc je payais un loyer pendant tout ce temps-là. Oh, okay. Voilà, donc on savait très bien qu'on allait retourner au Canada. Et quand tu dis vous avez acheté votre maison en cash? C'est ça. Bon, non, j'ai pas acheté cash. Okay. C'est sûr que j'ai pas acheté cash. C'est un choix parce que aujourd'hui, je suis dans une phase où j'ai besoin de la trésorerie, du cash pour financer mes activités. J'ai récemment créé une marque de produits cosmétiques et l'ambition derrière cette marque-là, c'est d'être parmi les meilleurs en Amérique du Nord. On veut vraiment se positionner sur le marché de l'Amérique du Nord et ça prend beaucoup d'investissement. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est une marque qui fait quoi en cosmétique? Alors, c'est une marque de produits cosmétiques spécialisée pour les peaux grasses et les peaux à tendance acnéique. Il faut savoir qu'à un moment donné, quand dans mon parcours du e-commerce, je me suis rendu compte que l'activité évolue, le digital évolue. Sur le digital, aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que même les réseaux sociaux, en fait, les propriétaires des réseaux sociaux nous encouragent à créer des communautés. Une fois que vous développez une communauté, vous pouvez proposer ce que vous voulez à cette communauté. Et ça se fait ressentir aussi dans le positionnement e-commerce. Lorsque vous vendez un produit qui ne bâtit pas sa communauté, ce produit est comme éphémère sur le marché. Il peut disparaître et ça ne fait du mal à personne. Alors, les gains n'avaient pas de marque. Pourquoi? Parce que je les vendais en gros à ceux qui vont revendre le produit et mes clients ne voulaient pas que leurs clients sachent d'où les produits viennent. Donc, je ne pouvais pas mettre de marque dessus. C'était le business model de ce produit-là. Et je me suis dit, il me faut un autre produit qui va développer sa communauté sans Marthe Karine. Oui. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé cette marque de produits cosmétiques. Et j'ai fait une étude dans les cosmétiques pour me rendre compte que le marché des cosmétiques, c'est un marché extrêmement biaisé. C'est un marché où il y a de la demande, mais au niveau de l'offre n'est pas bien élaborée en fait. Vous allez voir beaucoup de gens qui communiquent sur les teints. Ça, c'est teint clair, teint jaune, teint marron. C'est pas approprié en ce qui concerne la cosmétique. Lorsqu'on est professionnel dans le secteur de la cosmétique, c'est pas approprié. Alors, j'ai fait une étude et je me suis même formée aussi dans le domaine pour me rendre compte qu'il y a un segment de la population qui est dans le besoin, mais qui est négligé. Et ce segment de la population a besoin des produits pour la peau grasse et la peau à tendance acnéique. C'est la raison pour laquelle nous avons développé notre recherche par rapport à ces problématiques-là et nous avons mis sur le marché des produits adéquats pour servir ce segment de la population. Donc aujourd'hui, ta marque existe. Déjà, tes produits sont déjà disponibles? Les produits sont disponibles, les produits se vendent déjà. À date, nous avons déjà plusieurs partenaires qui travaillent avec nous, parmi lesquels des pharmacies,
des grandes plateformes de commerce également qui récupèrent les produits et qui les revendent. Nous avons aussi signé des franchises. Donc, dans quelques semaines, on va faire des annonces officielles par rapport à ces franchises-là. Tu seras avec nous cette année à Back to Africa. Tu es l'une de nos intervenantes, panélistes. On est très content de t'avoir. Et tu vas notamment parler de e-commerce. C'est encore intéressant, le e-commerce en 2024, Marthe Karine. Toi qui es là depuis avant même que les gens... Tu es un dinosaure. Tu es là avant que les gens ne sachent que ça existe. Tu as vu toutes les phases de ce business. Tu as gagné beaucoup d'argent avec ça. Tu es toujours dedans. Est-ce que, honnêtement, ça reste quelque chose dans lequel il y a de l'argent à aller chercher? Je pense que c'est la meilleure saison du e-commerce. Je t'explique. C'est la meilleure saison. Pourquoi? Parce que les habitudes de consommation ont beaucoup évolué. Oui. Je prends le cas du Canada. Le Canadien normal, avant la COVID, n'achetait pas beaucoup en ligne. Toutes les études le montrent. Oui. Mais après la COVID, aujourd'hui, tous les supermarchés ont un site où les personnes peuvent acheter en ligne. Les gens achètent de plus en plus en ligne. Ce qui fait que une personne qui choisit d'avoir un produit de consommation régulière peut se faire de l'argent sur le digital. Et de l'autre côté aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, c'est beaucoup plus les marques. Il faut avoir une marque. Il faut que les gens se rappellent du nom de votre marque. Il faut que les gens connectent avec cette marque-là. Et puis, au fur et à mesure, l'activité va se développer tout simplement. Aujourd'hui, je vois le e-commerce africain. Oui. C'est comme ça qu'on appelle ça. C'est développé. Il y a des gens qui gagnent de l'argent avec ça. Exactement. Ils ont un business model un peu différent du tien, quoique tu me diras. Ils créent des plateformes sur lesquelles ils vendent, notamment Shopify. Mm-hmm. Une fois qu'ils sponsorisent d'ailleurs, ils sponsorisent des produits en publicité. Facebook, parce que Facebook est très utilisé en Afrique. Une fois qu'ils voient une tendance sur un produit, ben, ils commandent ce produit-là. Mm-hmm. Ils font des ventes et ensuite ils font livrer avec des motos, ainsi de suite. Ils vont livrer chez les clients. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ce business model-là? Je pense que ça se vaut et c'est très intéressant. Et la stratégie aussi intelligente de faire ses devoirs avant d'investir sur un produit. Parce que des fois, des gens achètent un produit parce qu'ils aiment le produit. Eux-mêmes. Et le marché ne réagit pas selon leurs attentes. Donc, c'est important, effectivement, de faire ses devoirs, de savoir exactement est-ce que le marché va accepter le produit, est-ce qu'il y a une demande sur le marché avant de s'engager. Et de l'autre côté aussi, j'apprécie beaucoup que dans le e-commerce africain aujourd'hui, il y a des sociétés qui se sont développées, des sociétés de livraison, des sociétés de stockage qui se sont développées. Logistique. Voilà. J'ai beaucoup d'étudiants qui ont commencé des activités e-commerce en Afrique, vivant à l'étranger, vivant en France, vivant aux États-Unis, mais tout se passe bien pour eux en Afrique parce qu'il y a effectivement ce genre de sociétés qui se sont développées pour favoriser les choses. Mais le plus grand challenge en Afrique, là, reste les moyens de paiement. Tout à fait. C'est sûr qu'il y a eu des évolutions avec les paiements mobiles, mais l'idéal serait que le client puisse acheter sans avoir à discuter avec une personne. J'espère qu'on y arrivera. C'est très drôle que tu dis ça parce que cette année, je pense que tu dois peut-être le connaître, Moulay Tabouré, il a développé une solution qui n'est pas encore connue et qui vient répondre à cette problématique-là. C'est une solution de paiement. Ils ont développé une série de solutions, parmi lesquelles une solution de paiement qui permet à ce que les Africains puissent faire du e-commerce désormais sans aucun problème. C'est-à-dire que tu peux maintenant te faire payer grâce à leur support que tu peux greffer sur ton site si tu le souhaites. Et quelqu'un qui est au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Gabon ou ailleurs peut désormais se faire payer de partout dans le monde et il réceptionne l'argent. Mais bon, j'aimerais la tester. Et ça va faire une grosse révolution dans le domaine du e-commerce. Exactement. Moi, j'aimerais la tester et j'attends ce genre de solution depuis longtemps. Il sera à Back to Africa pour présenter ça. Mais je le dis parce que cette vidéo va sortir avant l'événement. Exact. Et de plus en plus de personnes, que ce soit dans les locations meublées, parce que c'est le même problème. Oui. Tu fais de la location meublée, tu es obligé d'aller sur les plateformes Airbnb, Booking. Parfois, c'est pour le paiement. Alors que si tu as ta propre solution de paiement, tu fais ta promotion sur les réseaux sociaux. Quand un client te dit qu'il est intéressé, tu lui envoies ton lien
il paye avec sa carte bleue en Europe et tu reçois l'argent chez toi directement. C'est ça. Et ça c'est une vraie... En fait, ce que je veux dire là, c'est que les différents maillons de l'écosystème e-commerce sont en train d'être comblés. Oui. Parce que les problématiques de l'e-commerce, c'est la distribution. Amazon, ici, c'est du 24 heures. Tu commandes, on te livre le lendemain. Donc, la logistique joue un grand rôle. Oui. Mais on commence à avoir des acteurs comme Paps, qui sera aussi à Back to Africa cette année, qui fait de la logistique. C'est-à-dire que lui, il a des entrepôts. Okay. Il a des entrepôts au Sénégal, là où ils ont commencé, en Côte d'Ivoire, au Bénin. Ce qui fait que les e-commerçants maintenant peuvent stocker là-bas et lui, il fait de la livraison. Voilà. Donc, tu passes ta commande et dès que tu fais ta vente, c'est même synchronisé. Tu fais ta vente, il reçoit à l'entrepôt le fait que tu as une vente avec l'adresse de la personne, on charge, ils vont livrer. Ça, ce sont des solutions extraordinaires, Philippe. Et je pense que dans les 5 prochaines années, le e-commerce en Afrique aura atteint un niveau incroyable. Parce qu'il y a de plus en plus de la demande. Les gens achètent en ligne. Les gens ont besoin d'un service rapide. Je dis souvent aux gens, Amazon est ce qu'il est aujourd'hui grâce à son service de livraison. Bien sûr, c'est l'atout numéro 1. Voilà. Donc, aujourd'hui, si tu as besoin d'un produit et tu veux être sûr de l'avoir demain, tu vas sur Amazon. Tout à fait. Et tu payes ce qu'on t'impose de payer, en fait. Donc, moi également, dans mes activités, j'ai sélectionné certains pays où je choisis de vendre parce que je voulais être sûr que le trajet, la logistique est contrôlée et réduire les mauvaises surprises et permettre à mon client d'avoir le produit rapidement. Je choisis de ne pas vendre dans tous les pays, juste pour ça, en fait. Donc, si effectivement, il y a des acteurs qui permettent de le faire et qui offrent tout, en fait. Des bons prix, parce que ça aussi, c'est un problème. Oui, bien sûr, c'est la compétitivité. Voilà, si les prix sont intéressants et que le service est aussi professionnel, pourquoi pas? Oui, non, mais de toute façon, il se positionne sur ce marché parce qu'il voit comme toi l'essor du e-commerce en Afrique. Les transactions vont être de plus en plus importantes parce que les Africains sont de plus en plus connectés. Et puis surtout, les Africains utilisent des appareils qui viennent d'ailleurs, que ce soit les télévisions, les réfrigérateurs. En fait, c'est vraiment des appareils du quotidien quoi, qu'ils commercialisent. Je suis très content de voir qu'en plus, ça se fait de manière panafricaine. C'est-à-dire que moi, j'ai des jeunes qui sont au Bénin, qui vendent au Cameroun. Waouh. Il va au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'il a un partenaire au Cameroun. Qui, quand la marchandise arrive, la réceptionne, la stocke et peut aller faire la livraison. Exactement. Donc, lui, il fait sa publicité dans tous les pays. Oui. Et dès qu'il a quelqu'un qui est intéressé, boum, on va le livrer. Mais tu sais, Philippe, cette stratégie-là, je sais pas, les gouvernements vont peut-être régulariser ça parce que le e-commerçant se fait beaucoup d'argent sans payer les taxes de cette façon. Étant donné que la marchandise est stockée quelque part chez un partenaire, mais lorsqu'il y a vente sur ce territoire, la vente est exonérée de taxes en fait. Je sais pas si tu comprends le jeu. Parce que nos pays sont très en retard en matière fiscale. Oui. Très, très, très en retard. C'est-à-dire que nous, on est à l'ère du néandertal. On est très, très, très loin. Parce que pour pouvoir surveiller ça, c'est un peu comme... Tu vois maintenant la police dans certains pays, les policiers ont des Ferrari. Parce qu'ils se sont rendus compte que les trafiquants de drogue s'échappaient en Ferrari. C'est pas avec ta petite Peugeot que tu vas suivre un bandit en Ferrari. Il accélère 2 fois, tu ne peux pas le suivre. Donc la police s'est dotée de véhicules ultra rapides pour ces cas-là. C'est la même chose chez nous. Si l'État dit qu'il veut aller traquer l'impôt sur le e-commerce, il va falloir qu'il se structure lui-même pour pouvoir détecter cet impôt-là. Mais tant qu'il ne le fait pas, les gens se font beaucoup d'argent. Et je sais de quoi je parle. Je te garantis, je sais de quoi je parle. Je voulais donc revenir parce qu'effectivement, pour notre dernière partie dans l'émission, tu as dit que tu as toujours su que tu allais réussir. Oui. Pour toi, réussir, c'est quoi, Marthe-Karine? Alors, pour moi, réussir, c'est avoir le choix. Le choix de se vêtir comme tu veux, de manger ce que tu veux, de vivre où tu veux, d'offrir la qualité de vie que tu veux à tes enfants, à ta famille. Pour moi, réussir aussi, c'est avoir la paix. Je pense que lorsque on gagne beaucoup d'argent et que la paix nous quitte, on n'a pas vraiment réussi. Pour moi, réussir, c'est garder cette paix-là. Pour moi, réussir, c'est pouvoir aider d'autres personnes. Très, très important pour moi. Une personne qui réussit et qui amasse tout pour elle seule, c'est pas tout à fait ça.
Mais lorsqu'on peut donner à d'autres personnes, lorsqu'on peut aider d'autres personnes, ça marque une différence. Je suis venue en Côte d'Ivoire. J'ai visité un orphelinat, des garçons de Bingerville, avec plusieurs autres personnes, des délégations qui sont venues un peu de partout. Et dans le discours des responsables de cet orphelinat, ils m'ont beaucoup remercié parce que je suis l'un des partenaires fidèles de l'orphelinat qui les soutient chaque mois. Et ça les a beaucoup marqués. Et quand je me rends compte que je suis fidèle dans ce genre de choses, je pense que c'est un élément qui me permet de dire que j'ai réussi. Quelle est la place de l'argent dans ta vie? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui a une place très importante? Est-ce que c'est quelque chose que pour toi, c'est important d'avoir de l'argent? C'est très important d'avoir de l'argent. Il faut avoir de l'argent pour être maître de ses choix. Il faut avoir de l'argent pour offrir une certaine qualité de vie à sa famille. Il faut avoir de l'argent pour ne pas prendre des décisions, des décisions qu'on ne veut pas nécessairement prendre. Et il faut chercher, en fait, il faut aller chercher cet argent-là. L'activité nous permet effectivement de gagner cet argent. L'activité est cette chose que tout le monde doit chérir. Je pense que tout le monde doit être occupé. Tout le monde doit se battre pour gagner de l'argent. Qu'est-ce qui fait donc la différence entre les gens comme toi qui gagnent beaucoup plus d'argent, beaucoup plus d'argent, et les autres? Et ceux qui n'en gagnent pas? Gagnent beaucoup plus. Ouais. C'est la connaissance. Je pense qu'il y a un manque de connaissance quelque part et il y a un manque de fermeté aussi quelque part. Je pense que pour parvenir à gagner certaines sommes d'argent, il faut être ferme. Je prends un exemple. Vous voyez des gens qui ouvrent des boutiques, qui ont des entreprises. L'entreprise doit ouvrir à 8 heures, mais la personne ouvre à 10 heures. Des gens qui ne tiennent pas leurs engagements. Il faut être discipliné. Donc, c'est tout ça qui fait la différence. Des gens qui prennent des résolutions au mois de janvier et en février, ils ont déjà abandonné. Je pense que dans la vie, le plus important, c'est pas de faire plusieurs choses, mais c'est de faire une chose et de très bien la faire. C'est la raison pour laquelle je suis restée sur le e-commerce aussi. J'ai décidé de prendre tout ce qu'il y a dans le e-commerce. Et pour le faire, il faut que je sois concentrée, que je sois disciplinée et que je sois constante aussi. Quels sont les prix que tu penses que tu as payés pour réussir? On dit que la réussite coûte. Toi, tu penses que tu as payé quel prix? Au début, j'ai payé le prix de la séparation. Je me suis séparée des anciens amis. Je me suis séparée aussi de certains membres de ma famille. Ah oui? Oui, parce que ces personnes me jugeaient en fonction de mon passé et ne pouvaient pas se rendre compte de mon futur glorieux que je voyais malgré ma situation présente de départ. Donc, il fallait que je me sépare de ces personnes-là pour être sûre que je ne suis pas polluée par des mauvaises influences. C'est fort ça quand même. Oui. Comment s'est passée la séparation? J'ai changé mon numéro de téléphone. Du jour au lendemain? Oui, du jour au lendemain, j'ai changé mon numéro de téléphone. J'ai gardé le contact avec ma mère et ma soeur jumelle uniquement. Mes autres frères et sœurs même. Même la famille? Même la famille. C'est pour ça que je te parle de fermeté en fait. Je pense que la richesse est accessible à tous, mais beaucoup ne sont pas fermes. Tu vois, Philippe, tu viens de célébrer tes 1 million d'abonnés. Tu travailles avec fermeté. Tu fais ce que tu as à faire. Tout le monde a YouTube. Tout le monde peut créer une chaîne YouTube. Tout le monde peut poster tous les jours. Rien ne nous empêche de le faire. Mais combien sont fermes? Donc, j'avais compris que l'influence extérieure va jouer un rôle sur la personne que je veux devenir. Donc, il fallait que je prenne une période. Et tu sais, je me suis rendu compte que dans la vie, les gens iront toujours vers ceux qui ont réussi. C'est pour ça que c'est important de payer le prix pour réussir. Ils te pardonneront de les avoir laissés à un moment donné, d'avoir fermé ton téléphone à un moment donné, parce que tu as réussi. Et ils ont besoin de connecter avec toi. Donc, le jour où tu réouvres le téléphone, ils sont contents. Ils sont contents. Donc, cependant, lorsque tu échoues, ils se moquent de toi. Oui. Donc, il faut faire un choix. J'ai fait le choix de réussir et de payer le prix pour réussir. Deuxième des choses, j'ai fait le choix de me priver. Et jusqu'aujourd'hui, je continue à me priver. Je peux avoir des choses, mais je choisis de ne pas les avoir
parce que je vois encore plus loin. Je fais partie de ceux qui pensent qu'on doit faire rayonner l'Afrique à l'international. Et pour le faire, ça demande beaucoup d'éducation, ça demande de bâtir des entreprises concurrentielles, ça demande d'investir. Donc, je préfère prendre les fonds que j'ai aujourd'hui pour investir et bâtir cette grande vision. De l'autre côté aussi, je me suis privée des discussions inutiles. Tu sais, les amis qui t'appellent pendant 5 minutes sur WhatsApp, j'aime pas ça. Lorsque tu m'envoies un audio de plus de 3 minutes, je te dis de recommencer ton audio. Parce que, pourquoi tu m'envoies un audio de 3 minutes? Donc, j'aime pas les rencontres où on finit de dire ce qu'on a dit, ou alors c'est même pas structuré et on perd le temps. Le temps doit être rentabilisé. Chaque minute doit être rentabilisée. Alors, je vis comme ça depuis plusieurs années. Je pense que ça porte du fruit et je retransmets la même chose même à mes enfants. Waouh. Ok, d'accord, très bien. Donc, 3 sacrifices qui pour toi ont fait une différence. Ouais. Mais quand tu as décidé de te séparer, honnêtement, ça a créé des problèmes dans la famille. Tes propres frères? Non, ça n'a pas créé véritablement de problèmes. Du moins, j'ai choisi de ne même pas être au courant des problèmes que ça a créé. Puisque tu es... Voilà. Donc, tout ce qui m'intéressait, c'était de réussir et de revenir plus grande. Donc, quand tu reviens et que tu peux financer les logements, financer l'éducation des enfants, on se rappelle même pas que tu t'étais séparé des gens. En tout cas, on n'ose pas te le dire. Oui. Et les amis? Comment tes amis ont perçu? Parce que les amis, quand même, c'est un peu plus sensible. Marthe-Karine nous a lâchés. Maintenant qu'elle commence à avoir un peu d'argent, elle a disparu. Alors, j'ai des amis qui ont disparu aussi, tout simplement. Il y en a qui sont restés et puis qui ont traversé aussi des challenges dans la vie. Et ceux qui valorisent la personne que je suis, nous sommes restés ensemble, nous sommes restés des amis, on se parle aujourd'hui et on a oublié cette saison tout simplement. Est-ce qu'on peut dire que l'argent t'a fait perdre des amis? Non, pas du tout. Je ne me suis pas séparée de quelqu'un parce que j'ai eu plus d'argent. Ou alors lui, il est parti parce qu'il ne se sentait plus à l'aise. J'ai eu des personnes, effectivement, qui m'ont lâché parce que j'ai commencé à briller. Et j'ai même souvent eu des gens qui m'ont dit, Marthe-Karine, je suis mal à l'aise en ta présence. Je suis mal à l'aise quand je vois ce que tu fais. À chaque fois que tu as sorti un livre, tu fais une conférence, tu as fait quelque chose, ça me rend mal à l'aise. J'exprime de la jalousie. Donc, j'ai souvent eu des retours comme ça. Et quand une personne parvient à exprimer ça, je respecte beaucoup cette personne. Je comprends que il y a eu des ressentiments, mais la personne, en fait, veut changer. Et c'est le plus important. Et quand je suis dans cette situation, je commence à aider la personne à se réaliser elle-même. Parce qu'en fin de compte, le succès est atteignable. Tout le monde peut réussir. Mais beaucoup ne réussissent pas à cause des limitations. Beaucoup ne réussissent pas parce qu'ils ne croient pas en eux. Beaucoup ne réussissent pas aussi, des fois, parce qu'ils n'ont pas la stratégie et ils n'ont pas l'encouragement qui va avec. Très intéressant. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un d'économe? Ou alors tu es plutôt une flambeuse? Je suis très économe, Philippe. Avant d'aller en Angleterre, j'avais déjà mon compte bancaire d'épargne. C'est-à-dire, à ma première année d'université, où j'ai eu l'opportunité d'ouvrir mon premier compte bancaire, j'avais demandé au banquier, est-ce que vous pouvez ouvrir un compte bancaire d'épargne? Parce que je savais que j'allais avoir mes petites activités génératrices de revenus. J'ai toujours vendu quelque chose et j'aurais besoin de mettre cet argent quelque part. Dès ta première année d'université? Dès ma première année d'université. Par contre, j'ai une sœur jumelle, elle, c'est pas son affaire. Et je lui disais toujours, une femme doit avoir un compte bancaire d'épargne. Quand j'ai commencé à gagner de l'argent en Angleterre, je suis allée voir le banquier, je lui ai dit, j'ai de l'argent, on me parle d'immobilier, qu'est-ce que vous me proposez? Il m'a donné un plan de développement pour me développer dans l'immobilier en Angleterre. J'ai suivi ce plan de développement. Pourquoi? Parce que j'avais épargné de l'argent. Je pense que c'est très important, lorsque on n'a pas encore atteint 45 ans, d'épargner au maximum.
Après 45 ans, on peut se permettre certains plaisirs. Mais avant, il faut beaucoup épargner. Mais c'est quoi tes stratégies donc, pour épargner quand tu gagnes de l'argent? Est-ce que tu as une logique? Bien sûr que j'ai une logique. J'ai un salaire. Quand j'étais au Cameroun, je disais aux gens que mes employés gagnent plus que moi. Au Cameroun, j'avais un salaire de 150 000 francs. Waouh. Oui. 220 euros. Bon, et je fais des millions, s'il te plaît. Mais j'avais défini une ligne de conduite. Et je me suis dit, je dois me déclarer un salaire, je dois avoir un salaire qui me permet, voilà, de vivre. Et j'ai choisi ce montant de 150 000 francs. À l'heure où je te parle, au Canada, je suis salarié dans mon entreprise, j'ai un salaire. Et ce salaire me permet d'avoir un certain style de vie. Et plus mes activités évoluent, plus aussi je me rapproche de la grande vision que je veux, je peux augmenter mon salaire. Et aussi en fonction des projets qu'on a. Parce qu'en fonction des projets et tout, tu peux t'allouer un certain salaire. Et je vis selon mon salaire. À côté de ça aussi, j'ai toujours des comptes bancaires d'épargne dans tous les pays où je suis. Même en Angleterre, j'ai toujours mon compte d'épargne où je vis de l'argent régulièrement. Je suis dans les tontines, Philippe. J'ai beaucoup de projets que j'ai réalisés grâce aux tontines. Comment ça? Alors, quand j'arrive au Cameroun, j'ai une très bonne amie qui me dit « Marthe Karine, tu sais, ici au Cameroun, il faut que tu rencontres les gens parce que le communautarisme est très développé. Il faut que tu rencontres les gens et c'est à travers les tontines. » Quand je vais dans les tontines, j'entends les chiffres que les gens, les femmes mettent de côté. Je me dis « Waouh !» Et je vois les réalisations qui vont avec. Et je me challenge. Je commence effectivement cette tontine-là. Et lorsqu'on me donne ma cagnotte, je réalise un projet grâce à cela. Dès que tu touches ton argent, boum, tu réinvestis dans... Je réinvestis directement. Dans un projet. Oui. Justement, quand tu touches par exemple ton salaire, oui. Comment tu le structures? Est-ce que tu as une partie dans ce salaire que tu mets encore de côté? Est-ce que c'est un salaire qui est uniquement dédié à l'utilisation, vu que tu n'as pas pris un gros salaire? Comment tu répartis? Alors, le salaire, c'est juste pour l'utilisation, c'est pour la vie courante, c'est pour les dons aussi. Si j'ai des dons à donner aux personnes qui sont proches de moi, voilà. Sauf que l'épargne pour mes projets ne vient pas de mon salaire. Voilà. On a fait une structuration qui permet de retirer une certaine somme d'argent pour les projets. Voilà. Et puisqu'on en parle, tout à l'heure, tu voulais qu'on parle de comment est-ce que nous gérons l'argent, mon époux et moi. Tout à fait. Quand nous nous sommes mariés, nous avons été sensibilisés sur la loi de vivre sur un salaire. Et nous avons choisi d'utiliser cette stratégie pendant 7 ans. Waouh! Alors, pendant 7 ans, nous avons vécu sur un salaire. Vivant sur un salaire, ça nous a permis d'épargner beaucoup d'argent. J'aurais pu acheter ma maison cash en Angleterre, au Canada. J'aurais pu. Parce qu'on avait la liquidité qui va avec, étant donné qu'on a épargné. Donc, vivant comme ça nous a permis de savoir se contrôler face à l'argent. De savoir que tu peux avoir de l'argent, mais tu ne dépenses pas beaucoup parce que voilà la somme qui t'est allouée en fait. Et ça nous a aussi permis de contrôler nos appétits, de structurer la famille aussi et de faire comprendre à nos proches qu'ils n'ont pas à nous demander de leur donner de l'argent comme si l'argent poussait derrière nos maisons. Parce que, tu sais, dans les familles africaines, lorsqu'on se rend compte que tu gagnes beaucoup d'argent, c'est comme si les gens ne voulaient plus faire d'efforts. Les demandes... Voilà, les demandes s'alignent et tout. Donc, ça nous a aidé effectivement à gérer tout cela. Quand vous gagnez de l'argent, maintenant que vous travaillez ensemble, l'argent est issu de la même structure. Donc, aujourd'hui, vous êtes à un stade où vous avez 2 salaires, c'est ça? Nous avons 2 salaires. Donc, du coup, forcément, parce que ça, c'est l'une des choses qui parfois pose problème, c'est que l'un des conjoints ne connaît pas le salaire de l'autre. Dans votre cas, c'est impossible. C'est impossible, tout simplement. Chacun et je trouve ça aberrant quand dans une famille, on ne peut pas connaître le salaire de l'autre. Je me demande comment est-ce qu'ils peuvent bien réaliser des projets et faire des choses ensemble. Il y a les deux. Il y a des côtés là où l'homme ne communique pas son salaire
Et d'autre côté, là, c'est la femme qui ne communique pas son salaire. Je ne sais pas comment ils font, mais en tout cas, il y a des couples qui ont ce rapport à l'argent qui est un peu tabou. Peut-être aussi dû à l'éducation que les gens ont reçue. Quand vous n'êtes pas d'accord sur l'usage à faire pour une dépense, ça peut être l'école des enfants. On n'est pas d'accord pour que les enfants aillent à telle école. Toi, tu penses qu'ils doivent aller à l'école là, monsieur pense que c'est l'école là. Vous faites comment? Quand on n'est pas d'accord, chacun va se distinguer avec la force de l'argumentation. Et s'il y a des arguments qui pèsent plus que d'autres, on va aller vers ces arguments-là, vers cette décision tout simplement. Oui, mais quand les arguments ne suffisent pas, on a argumenté, j'ai compris, mais je ne suis pas d'accord. Est-ce qu'il y a une règle ultime? Alors, lorsqu'on arrive à ce niveau, moi, je lâche prise. Généralement, je lâche prise. Pourquoi? Parce que, après, je suis une femme spirituelle, voilà. Et je pense que dans une maison, il y a un chef de famille. Et l'homme est le chef de famille. Et parce qu'il est le chef de famille, la décision ultime lui revient. Cette décision aura des conséquences et il faudra qu'il assume ces conséquences. Tout simplement. D'accord, ok. Donc, à la fin de la journée, le chef de la famille tranche. Mais même quand tu sens que la décision qu'il est en train de prendre n'est pas bonne? Alors, oui, même quand je sens que elle n'est pas bonne, je laisse qu'on prenne la décision. Par contre, je sécurise les arrières. Donc, si je me rends compte qu'il y a des choses que je peux faire, je vais rapidement faire ces choses-là. Et des fois, très souvent, on a ce genre de problème. En ce qui concerne ma relation, on a ce genre de problème lorsque mon mari ne veut pas dépenser. Donc, il y a une situation et je veux qu'on dépense pour ça. Il va te dire non, c'est pas important ou bien il ne faut pas le faire. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre dans mes épargnes et je vais dépenser pour réaliser ce qu'il faut réaliser. Oui, mais à ce moment-là, tu outrepasses l'autorité de ton mari, puisque c'est pas juste une question d'argent, c'est une question de, il ne veut pas que cette dépense soit faite. Oui, si c'est important pour la famille, si c'est important pour nous tous, je vais le faire. D'accord. C'est pour cela que c'est important d'avoir son argent. J'ai mes comptes bancaires personnels, j'ai mes épargnes personnelles et j'ai le libre arbitre sur mes épargnes personnelles. Oui, mais si c'est quelque chose qui concerne la famille, reprenons l'exemple. L'école A, par exemple, que toi tu penses être la bonne, coûte 10 000 $ par an, par exemple. Mm-hmm. L'école que monsieur, lui, il pense que les enfants devraient aller là-bas, elle coûte par exemple 2 000 $. Mm-hmm. Toi, tu peux payer la différence. Tu as les moyens de payer les 8 000 $. S'il refuse, il te fait comprendre que non, pour lui, ce n'est pas nécessaire de payer une école aussi chère, ainsi de suite. Bref, il a ses arguments. Toi, tu as les tiens. Vous n'êtes pas d'accord. Toi, tu dis que tu vas aller prendre les 8 000 $ parce que tu peux les payer et tu vas envoyer les enfants à l'école que tu penses être la meilleure. C'est ça? Oui. À quel moment il est encore le chef? Il n'est plus le chef? Non, dans ce cas-là... C'est toi le chef? Non, dans ce cas, je ne le ferai pas. Parce qu'on parle d'école, tu vois. Dans ce cas, je ne le ferai pas. Je vais le laisser assumer sa décision tout simplement. OK. En tout cas, dans certains cas de figure, si tu penses que c'est vraiment l'argent qui bloque... Dans les investissements, je vais outrepasser. Donc, s'il te dit... Ne mettons pas d'argent pour acheter un terrain en Côte d'Ivoire et que toi, tu penses que c'est une très bonne affaire. Je vais le faire. Tu vas le faire? Oui. Et s'il l'apprend? Pourquoi? Je vais le faire, je vais lui dire. Dès que je signe, je lui dis. Dès que tu as signé? Oui. Tu sais pourquoi? Parce que je me suis rendu compte, j'ai beaucoup étudié la structure des couples. Dans les couples, il y en a qui sont rouges, comme en leadership, on dit rouge pour dire que la personne est très vive et détermine rapidement les opportunités. Et ensuite, tu as les bleus qui sont très structurés et qui sont aussi très lents dans la prise de décision. Du coup, celui qui est lent dans la prise de décision peut faire perdre beaucoup d'opportunités. Donc, il faut la personne vive qui va saisir l'opportunité, qui va passer à l'action rapidement. Cependant, la personne rouge doit aussi avoir le sens du discernement pour être sûre que la décision qu'elle est en train de prendre est une bonne décision. Donc, dans mon couple, par exemple, j'ai appris à étudier ces différences-là. Et ça me permet de prendre la décision rapidement lorsqu'il faut la prendre. Et après, généralement, mon mari va me dire « Ah, finalement, c'était une bonne chose. »
Ok, d'accord, très bien. Tant qu'à la fin, vous vous entendez que ça ne devienne pas un problème. Non, après, je suis une femme. Je sais comment finalement l'amener à lâcher prise. Oui. Ok, très bien, Marc-Karine. On est presque à la fin de notre émission. Tu réinvestis l'argent que tu gagnes dans le e-commerce dans quoi? Tu te diversifies ou aujourd'hui, tu as créé ta marque de cosmétiques, donc c'est une diversification, même si elle est encore un peu dans le e-commerce quand même. Oui. Quand tu n'es pas dans cet univers de la vente en ligne, qu'est-ce que tu fais d'autre? Alors, j'investis aussi dans l'immobilier. Voilà. C'est vrai que j'en parle pas beaucoup, mais j'investis beaucoup également dans l'immobilier. Pourquoi? Parce que je pense que l'immobilier te permet de sécuriser ton argent. L'immobilier te permet de multiplier ton argent à long terme également. Donc, c'est un très bon moyen, effectivement, pour stocker l'argent, entre guillemets. Donc, je fais ça, oui. Ok, donc tu fais beaucoup dans l'immobilier par la suite. Est-ce que tu penses forcément déjà à la transmission de patrimoine à tes enfants? C'est quoi tes stratégies pour que demain tes enfants bénéficient? Premièrement, l'éducation. Ok. J'ai un garçon qui a 9 ans bientôt. Lorsque je travaille, je l'amène à voir ce que je fais. Et très souvent, je vais l'amener au bureau avec moi pour qu'il voit ce que ça fait d'être un entrepreneur. Il va souvent m'aider aussi à emballer certains colis, voilà, pour qu'il soit dans l'activité. Je lui donne de l'argent et je lui demande d'avoir sa petite tirelire où il va mettre son argent aussi pour apprendre à épargner. Je lui montre la valeur de l'argent. Je l'éduque beaucoup sur les relations humaines. Parce que pour réussir dans la vie, il ne faut pas négliger les relations humaines. Donc, je l'amène à beaucoup lire aussi. Et je développe beaucoup l'esprit de famille. J'ai une amie qui m'a amenée à étudier la structure des familles en Russie et m'a fait comprendre que les familles russes réussissent parce que ils sont éduqués dès la base sur la loyauté familiale. Ils sont très loyaux. Et je me suis dit, ce sont des choses qu'il faut inculquer aux enfants dès qu'ils sont petits, pas quand ils sont grands. Tout à fait. Et une fois qu'ils ont cette loyauté, je pense que rien ni personne ne peut les séparer. Et cette habitude va les amener à préserver ce qui appartient à la famille. Du coup, les entreprises familiales seront leurs responsabilités aussi. C'est un très, très, très bon point. J'avais pas vu ça sous cet angle-là. Effectivement, la loyauté vis-à-vis de la famille, on entend beaucoup ça dans les univers, même de la mafia. Oui, on voit ça dans le mauvais côté. Exactement. Mais en fait, c'est une bonne valeur qui a été travestie. Mais de dire, même dans le parrain, tout ça, tous les films de mafia qu'on a vus, c'est des gens qui ont un rapport très, très, très... Il ne faut pas trahir la famille. Exactement. Il ne faut pas trahir la famille, il faut toujours être du côté de la famille. Ok, d'accord, très bien. Tu fais beaucoup d'encouragement, beaucoup de leadership, beaucoup d'enseignement à destination des femmes. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que la femme est toujours la plus lésée dans la société. Dans une relation qui échoue, Philippe, lorsque quelqu'un doit porter les pots cassés visibles, c'est la femme. Elle va tomber enceinte. Elle sera abandonnée par l'homme. Et elle va se retrouver en train de devenir le père et la mère de l'enfant. Elle va se retrouver en train de se battre pour subvenir aux besoins de cet enfant. Et de l'autre côté aussi, la femme, malheureusement, est un être très émotif. Elle vit avec ses émotions. Elle vit sous le poids de ses émotions qu'elle ne sait pas contrôler ou alors qu'on ne lui a pas appris à contrôler. J'ai été victime du poids d'être une femme, si on peut le dire comme ça. Et rapidement, dans la société, on va pointer du doigt cette femme qui n'a pas réussi, cette femme qui a divorcé, cette femme qui a eu un enfant avant le mariage, cette femme qui n'a pas un bon emploi, cette femme qui est trompée par son mari. On va dire que c'est de sa faute. Mais l'homme qui se retrouve dans les mêmes situations, ça, en fait, on ne remarque même pas. Si tu arrives dans une famille et tu as une femme qui a eu un enfant hors mariage et un homme qui a eu l'enfant hors mariage, des fois même les gens ne sont pas au courant qu'il a eu un enfant hors mariage. Il n'est pas aussi stigmatisé que la femme. Alors, je me suis dit, ayant moi-même traversé ces difficultés, il faut que je sensibilise les femmes, que je les encourage, que je les aide à se relever,
que je les aide à connaître c'est quoi leur identité, c'est quoi leur force. Pourtant, la femme est cette personne qui multiplie tout ce qu'elle a. Lorsque tu donnes une petite somme d'argent à une femme, elle peut devenir multimilliardaire. C'est mon exemple. Une femme sage. Une femme sage, oui, c'est sûr. Une femme sage, c'est vrai. Il y a beaucoup de folles là-dedans. Oui, une femme sage, elle multiplie. Ouais. On a vu des femmes, et je dis c'est mon exemple parce que j'ai su que je pouvais vendre un produit et gagner de l'argent. J'ai développé la chose au point d'atteindre le million. Donc, on a vu des enfants qui ont pu faire des grandes études à l'étranger, mais venant des familles où la mère a vendu les bananes au bord de la route, Tout à fait. a vendu le poisson brisé. Mais avec ce petit commerce, elle a épargné de l'argent au point d'envoyer son enfant à l'étranger. Donc, la femme, elle est capable. Mais à un moment donné, ses émotions la rattrapent et elle stagne. Elle se décourage, elle abandonne. Donc, je veux vraiment faire comprendre aux femmes, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez bien commencé, vous devez bien finir. Vous devez atteindre des niveaux extrêmement élevés. Et aux femmes afro-descendantes particulièrement, parce que celles qui sont en Occident, elles vont être perturbées par le racisme. Et des fois même le racisme qui ne dit pas totalement son nom. Et moi, je suis là pour leur rappeler, quelle que soit la société dans laquelle vous allez vous démarquer par votre savoir-faire et votre savoir-être. Vous n'êtes pas responsable de comment est-ce que une personne vous voit, mais vous êtes responsable de comment est-ce que vous vous présentez devant une personne. Donc, assurez-vous d'avoir la meilleure présentation possible. Assurez-vous d'avoir toutes les armes de votre côté. Et c'est la responsabilité de chacun. Et je suis là pour leur rappeler cela tous les jours à travers mes chaînes YouTube, à travers mes réseaux sociaux. Est-ce que tu penses que les femmes t'écoutent? Qu'il y a du changement, que ça va dans le bon sens? Oui, je suis très contente. Je pense qu'il y a du changement. Je suis à Abidjan pour une conférence avec plusieurs femmes qui sont venues à travers le monde. J'étais vraiment agréablement surprise de suivre les témoignages des femmes qui sont parties de rien pour être de véritables chefs d'entreprise aujourd'hui. Il y en a qui ont créé des marques aussi qui se vendent très bien à travers le monde. Il y en a qui ont investi. Et lorsque je vois tous ces témoignages, je dis, ça porte du fruit. Mais il faut continuer. C'est pour ça qu'il faut être au Back to Africa, par exemple. Yes. Parce que au Back to Africa, c'est l'opportunité de voir les exemples, de discuter. Parce que je pense que lorsqu'on est en présentiel, c'est différent. Bien sûr. Il y a une alchimie, il y a quelque chose qui se passe. Donc, les occasions comme Back to Africa vont effectivement permettre à ces femmes-là de savoir que un jour, elles aussi, elles peuvent être à ce podium pour parler de leur histoire, pour parler de leur expérience. Mais il faut qu'elles soient déjà là pour voir ceux qui sont là aujourd'hui. On a eu des cas comme ça, hein, des gens qui sont venus sur la première édition et l'année d'après, ils ont eu des résultats tellement extraordinaires qu'ils étaient sur le podium. Voilà. En un an. En fait, c'est que les gens ne réalisent pas que les gens sous-estiment tout ce qu'on peut faire sur 2, 3, 5 ans. Oui. Parce qu'ils se disent non, c'est trop long. Mais en fait, si tu as une bonne stratégie, même parfois 1 an, 2 ans, 3 ans, tu peux faire énormément de choses. Exactement. Énormément de choses. Et des gens comme toi en sont la preuve vivante. Mais je vais quand même te titiller sur la question des... Est-ce que tu penses que quand on est une femme, mère, solo, maman solo, parce que c'est le cas de beaucoup de femmes Exactement. Dans notre communauté, c'est plus difficile que quand on n'a pas d'enfant. C'est-à-dire que le rapport à tout, Philippe, à la famille, bien sûr. à un potentiel mari. La position dans cette vie que je ne souhaite à aucune femme, c'est d'être maman célibataire. Ah oui? Oui. C'est très difficile d'être à la fois le père et la mère d'un enfant. C'est extrêmement challengeant. Beaucoup de femmes qui se retrouvent dans cette situation se montrent très fortes, mais régulièrement elles pleurent. Régulièrement elles souffrent. Mais elles doivent être fortes pour être acceptées dans la société et pour être un exemple pour leurs enfants. Parce qu'un enfant qui a grandi avec un parent qui est triste ou qui se montre rejeté, c'est un enfant qui va reproduire le chemin.
Donc, elles sont obligées de repousser leurs limites et de se battre tous les jours. Elles sont sur un ring de boxe tous les jours que Dieu a créé. Et personnellement, j'aimerais beaucoup encourager ces femmes-là. On ne se rend pas compte de ce que ça représente. Moi, j'ai grandi dans une famille monoparentale. Moi, j'ai vu ma mère pleurer régulièrement. J'ai vu ma mère piquer des crises parce qu'elle était seule. J'ai vu ma mère prendre des décisions extrêmement dures parce qu'elle était seule. Et je pense que si on peut éviter cette situation, il faut l'éviter. Mais une fois qu'on est dans cette situation, il faut faire avec, il faut être forte et il faut savoir se récompenser, tout simplement. Quand on est une maman solo, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites maintenant sur Internet là-dessus, on dit aussi qu'il est très difficile de se reconstruire, notamment dans un couple. Au-delà de la barrière qu'un homme pourrait avoir à se dire non, je n'ai pas envie d'épouser une femme qui a déjà un enfant, parce que cet enfant-là, d'un, il n'est pas le mien, et de deux, l'expérience montre que malheureusement, il est très difficile pour cet enfant-là de donner le même respect à cet homme qu'il aurait donné à son père. Et l'une des raisons, c'est la maman. Parce que, moi je lis beaucoup sur ces sujets, les sujets sociaux m'intéressent beaucoup. Et il se dit que bien souvent, quand une maman a un enfant solo, elle tisse un lien tellement fort avec cet enfant que même quand elle rencontre quelqu'un d'autre dans sa vie, il est très difficile, comme elle a joué les deux rôles pour cet enfant, de laisser à cet homme jouer le rôle de père, par exemple, dans la discipline, dans... Qu'est-ce que toi tu en penses? Je pense que c'est une réalité. C'est une réalité, malheureusement, qui pose beaucoup de problèmes dans les familles recomposées aujourd'hui. Et ce que je dis souvent aux femmes, c'est si vous avez l'intention de vous remarier, commencez à créer la place pour le futur homme qui rentrera dans votre vie. Je prends un exemple. N'acceptez pas de dormir dans la même chambre avec l'enfant. Parce qu'il y en a, l'enfant est tout petit, oui, je veux être avec lui, il refuse de dormir dans sa chambre. Sauf qu'en le faisant, ça crée une dépendance extrêmement forte. Et ce sera difficile pour l'enfant de voir sa maman avec une autre personne. L'enfant va se dire que cette autre personne vient prendre sa place et directement, ça crée des conflits. Donner la place au futur homme, c'est aussi savoir que dans la vie, quelqu'un d'autre peut prendre des décisions différentes de ce que toi tu avais imaginé et c'est OK. Et on accepte. Il faut s'entraîner à ça. Du coup, quand cette personne rentre dans ta vie, il y a comme de l'espace. Pourquoi? Un homme veut savoir qu'il est le chef. Il veut savoir qu'on l'écoute. Il veut savoir qu'on fait attention à ce qu'il dit. Il veut savoir qu'il a sa place. Et sa place, c'est... Tu lui montres qu'il a sa place lorsque tu suis ce qu'il dit. Donc, je propose souvent à ces femmes-là de faire cet exercice-là. Mais une fois qu'on est dans la famille et que ça se passe mal, il y a une rééducation qui s'impose. Et il faut accepter de passer par le chemin de la rééducation. C'est possible, puisqu'il y a des familles qui sont arrivées et qui vivent très bien ensemble aujourd'hui. Donc, c'est possible. Il faut accepter le processus, tout simplement. Et de l'autre côté aussi, l'homme doit être patient. Parce que si tu retrouves une femme qui est restée avec son enfant pendant 5 ans, on ne va pas changer ce qui s'est passé en 5 ans, en 2 semaines, ou en 1 mois, ou en 1 an. Il faut être patient et il faut apprendre à développer la relation avec ces enfants-là, en fait. Et je crois que ça va s'améliorer. La patience. Il faut avoir de la patience, effectivement. Mais ce n'est pas donné. Hein. Je me rends compte que les familles recomposées en Occident, c'est pas pareil qu'en Afrique. Parce que j'ai aussi le sentiment que comme les parents éduquent leurs enfants seuls en Europe, il y a une dépendance affective qu'il n'y a pas beaucoup dans nos pays. Parce qu'en fait, la maman, elle est souvent entourée de tellement de personnes pour éduquer son enfant qu'elle n'a pas cet attachement-là avec l'enfant. Par exemple, moi, j'ai grandi parce que ma mère voyageait beaucoup plus avec ma grand-mère. Okay. C'est elle qui nous a appris à lire, à écrire. Ma mère, c'était une femme d'affaires, donc qui bougeait à gauche, à droite. Mais je n'ai pas... Quand ma grand-mère est décédée, j'ai eu énormément mal. Mais je pense que ça a peut-être aussi contribué à... Comme je n'avais plus d'autres alternatives, ça a contribué peut-être à resserrer les liens avec ma mère. Mais je vois quand même que
en Europe, le fait que le parent soit le seul repère de l'enfant fait qu'il y a un attachement qui rend les choses beaucoup plus difficiles. Les familles, les hommes qui se mettent avec des femmes qui ont des enfants au pays, il y en a beaucoup. Oui, c'est sûr. Au fond, tu vois, il y a beaucoup d'hommes qui se mettent avec une femme qui a déjà 1, 2, 3 enfants même. Ça ne pose pas de problème. Ils gèrent la famille, ils gèrent les enfants. Mais en Europe, c'est beaucoup plus difficile. Peut-être parce que le niveau d'attachement que la maman a aux enfants n'est pas le même. En Afrique, moi, j'ai le sentiment que même quand on est dans une famille recomposée, la maman sait rapidement donner la place à l'homme. Il n'a pas le sentiment d'être en concurrence avec les enfants, pour quoi que ce soit. Oui. Moi, j'ai grandi dans des familles dans lesquelles le papa a son repas, vous avez votre repas. Exactement. Donc, il y a des éléments qui différencient clairement le fait que il a un rôle à part dans la maison. Et en Europe, c'est pas tout à fait la même chose. Oui, c'est pas la même chose parce que, comme tu as dit, pour toutes les raisons que tu as évoquées, et au Canada particulièrement, je me fais permis de parler de ça, parce qu'au Canada particulièrement, en plus de ces raisons, il y a aussi l'aspect financier. Donc, l'aspect financier dans la mesure où on a des familles où le fait d'être maman seule, l'État te supporte beaucoup plus. Je voulais pas, tu me ramènes sur un sujet. Oui. On dit qu'au Canada, tu me dis à toi qui es au Canada, les Africains divorcent à tour de bras. Oui. Apparemment, c'est... Quelqu'un a appelé le Canada Yodos divorce. C'est vrai? Oui. Donc, il y a beaucoup de séparations là-bas? Il y a beaucoup de séparations, malheureusement. De familles africaines, hein? C'est parce que quand c'est les Européens, on peut se dire, bon, c'est dans leurs habitudes. Je dis ça parce que nous, c'est qu'en Afrique, se séparer, c'est super compliqué. Oui, on ne se sépare pas facilement. Beaucoup, pour plusieurs raisons. La raison qui revient le plus, c'est l'aspect financier, les allocations familiales. Parce que le Canada est très large à ce niveau-là. Donc, quand tu te sépares de ton homme, l'État te paye? Oui, quand tu es déclaré parent seul, l'État te paye plus que normalement, quoi. Et là, c'est... Et donc, tu penses que c'est une incitation? C'est une grosse incitation dans nos communautés pour certaines personnes de se séparer réellement ou alors de déclarer qu'elles sont séparées. Alors qu'elles ne le sont réellement pas. Alors qu'elles ne le sont réellement pas. Pour toucher les allocations. Pour toucher, oui. Tu vois, c'est toujours une limitation. Limitation mentale. Oui, parce qu'en fait, c'est ça le problème avec... C'est le piège des aides. Hein, c'est que tu te bats maintenant pour garder les aides. C'est ça. Au lieu de te battre pour te développer et gagner plus, moi, je connais des gens comme ça. Quand il voit qu'il va gagner la somme qu'il risque de faire, qu'il déborde les aides, il ne fait plus rien. Parce que les aides deviennent une prison. C'est ça. C'est vraiment quelque chose. On se bat pour que les gens soient sensibilisés et qu'ils évitent de tomber dans ce piège. Parce que de l'autre côté, il y a un revers. Les allocations, c'est pendant une certaine période. Généralement, lorsque l'enfant atteint l'âge de la maturité, on arrête tout. Ah oui. Oui. Et lorsqu'on arrête ça, tu reviens à ta réalité et tu te rends compte que tu ne sais rien faire, tu ne t'es pas développé, tu as juste les compétences pour être un petit manœuvre au salaire minimal. Et entre-temps, tes besoins ont augmenté. Oui. Tu as besoin de plus d'argent. Et entre-temps, tu as pris de l'âge aussi. Tu n'as plus la même force. Des fois, on est même malade. Et bonjour à la pauvreté. Waouh. À la fin des aides, la pauvreté te rattrape, quoi. Oui. Merci beaucoup, Marc-Karine, d'être venu nous voir, d'avoir pris le temps pour connaître ce bel échange qui va permettre, je l'espère, à beaucoup de personnes de te connaître. Merci pour l'invitation. On te suit. Non, mais c'est moi, je suis très honoré. On te suit partout sur toutes les plateformes, Marc-Karine. Oui, Marc-Karine sur Facebook, YouTube, Instagram, TikTok aussi. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu promets aux gens qui viendront te voir à Back to Africa? Alors, je leur promets que le Back to Africa sera un succès, comme d'habitude. Déjà, Philippe, vous le connaissez. Il ne fait pas de la dentelle. Il est toujours excellent dans tout ce qu'il fait. Déjà, félicitations pour ça. Merci. Et aussi, je pense qu'il y aura des intervenants de qualité que tu as sélectionnés. Et je vais être disponible pour tous ceux qui viendront. Je serai là pour vous accueillir. Super. On a hâte d'y être. Je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu veux dire peut-être pour encourager une femme, un homme, une maman solo qui a suivi cette interview, qui a peut-être envie de se bouger, qui a peut-être peur? Alors, je dirais premièrement de rêver. Le rêve est gratuit, le rêve est autorisé à tout le monde. Cependant, c'est chacun qui choisit la dimension de son rêve.
Deuxièmement, de passer à l'action. Beaucoup de ceux qui rêvent choisissent aussi de ne rien faire. Passez à l'action. Et quand vous passez à l'action, soyez ferme. Soyez ferme dans vos décisions. Soyez ferme dans vos engagements. Soyez ferme dans ce que vous faites tous les jours. Et la dernière des choses que je dirais, c'est investissez sur votre leadership. Le leadership, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous connaître. De connaître c'est quoi vos points forts, de les maximiser et de réduire vos points faibles. Le leadership va vous permettre d'être une personne agréable pour d'autres personnes et vous allez attirer des bonnes connexions. Vous savez, dans la vie, le niveau de la suffisance est ouvert à tout le monde, c'est-à-dire gagner une certaine somme d'argent qui nous permet de subvenir à nos besoins les plus courants. Tout le monde peut le faire, mais le niveau de l'abondance appartient uniquement à ceux-là qui peuvent développer des bonnes relations. Il faut être capable d'attirer ces relations. Il faut être capable de garder ces relations. Et ça passe par le leadership. Investissez sur votre leadership. Et vous n'aurez plus à travailler pour gagner beaucoup d'argent. Voilà. Investissez sur votre leadership. Venez à Back to Africa. Écoutez Marthe Karine, ça va être énorme, ainsi que les autres panélistes. On arrive au terme de ce très, très beau podcast. J'espère qu'il vous a parlé. En tout cas, moi, ça a été un vrai plaisir de le faire. Je n'ai pas vu le temps passer. D'ailleurs, je pense qu'on a pris un peu plus de temps que d'habitude, tellement c'était pertinent. Dans les commentaires, dites-nous ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Qu'est-ce qui vous a touché? Qu'est-ce qui vous a marqué? Parce qu'on a abordé beaucoup de choses. Son parcours, son rapport à l'argent, au business, à la famille, à la fin. Ça a été un tour d'horizon 360. Mais il y a encore beaucoup de choses à vous partager, notamment dans le domaine du business et du e-commerce. Vous avez vos places dans la barre de description pour venir apprendre à ses côtés. Ça reste un secteur dans lequel il y a, elle l'a dit, hein, le meilleur moment pour se lancer dans le e-commerce, c'est maintenant. Et l'intérêt, c'est qu'on peut le faire de partout, depuis le confort de chez soi. Il suffit juste d'un outil de connexion comme un ordinateur ou même un téléphone et derrière de la connexion Internet. Avec ces deux trucs-là, vous pouvez conquérir le monde. Venez écouter Marthe Karine ainsi que les autres à Back to Africa. Les liens sont disponibles dans la barre de description. Il y a encore une petite promo, donc ne tardez pas. Je vous dis peace.